Il y a ce moment qui se produit lorsque vous commencez un nouveau travail, que vous prenez un nouveau poste de direction, que vous rencontrez l'équipe, que vous commencez à comprendre comment les choses fonctionnent dans l'entreprise, tout ça, et vous vous rendez compte de quelque chose très rapidement. La stratégie peut être parfaitement limpide et définie, les missions qui vous sont confiées peuvent l'être tout autant, mais votre réussite ou votre échec reposeront de manière absolument cruciale sur la qualité des personnes qui vous entourent au quotidien. Et très souvent, quand on parle de leadership, on parle de stratégie, de vision, de performance, mais on parle jamais vraiment, honnêtement, de la construction de l'équipe, de la façon dont on construit son équipe. Je sais, ça peut ressembler à un épisode sur les ressources humaines, mais ce n'est pas le cas. Ce n'est pas de cet aspect-là dont je parle. Il s'agit vraiment de la façon dont les leaders prennent leurs décisions. Qui est proche d'eux, à qui ils font confiance, qui porte leur vision et qui ne le fait pas. Et si vous observez les leaders changer de poste assez longtemps, vous commencerez à remarquer un schéma. Il y a certains types de leaders, je ne citerai personne, qui arrivent dans un nouveau poste et qui, en un rien de temps, recomposent intégralement l'équipe autour d'eux. Il faut venir des personnes en qui ils ont confiance, des personnes qui comprennent leur façon de travailler et des personnes qu'ils estiment capables de les aider à atteindre leurs objectifs. Ils n'hésitent pas, même pas une seconde. Ils ne perdent pas de temps à se demander si cela paraît correct. Est-ce que ça fait politique? Et ils s'excusent pas, ils constituent l'équipe dont ils pensent avoir besoin et ils se mettent au travail. Vous savez, quand j'étais beaucoup plus jeune dans ma carrière, j'observais ça et je me demandais, est-ce que c'est normal? Est-ce que ce n'est pas un peu agressif? Surtout parce qu'on peut se retrouver de l'autre côté, non? Mais avec le temps, j'ai compris quelque chose de vraiment important. Ces dirigeants ne faisaient pas venir des gens qu'ils appréciaient, pas du tout. Ils faisaient venir des personnes en qui ils avaient confiance. Et lorsqu'on se place précisément à ce niveau-là de l'organisation, au sein même de la haute direction de l'entreprise, la question de la confiance ne constitue absolument pas, en aucune circonstance, un simple sujet secondaire ou accessoire. Elle influence tout, absolument tout, y compris la rapidité avec laquelle on peut avancer. Il est vrai que beaucoup de dirigeants, et j'ose dire les femmes en particulier, nous arrivons souvent dans de toutes nouvelles fonctions de direction avec un instinct qui est très différent. Je ne dis pas que c'est le cas de toutes les femmes, alors ne m'en voulez pas. Il arrive très fréquemment que quand nous prenons un nouveau poste, nous arrivons sur place avec cette idée que nous allons devoir composer avec ce qu'on a hérité, n'est-ce pas? Donc on dit des choses comme je vais évaluer, on va voir comment ça se passe. Je veux pas tout bouleverser trop vite ou je veux donner une chance à tout le monde. Et ces instincts profondément ancrés viennent d'une très bonne intention initiale. Et ce n'est absolument pas une mauvaise chose d'avoir ces instincts-là en soi. Mais cela peut malheureusement entraîner des conséquences involontaires et parfaitement imprévisibles. Car les équipes de direction au plus haut niveau ne s'effondrent que bien rarement par un simple manque de compétences techniques. Elles s'effondrent à cause d'un manque de confiance, d'alignement et de discernement. Si votre équipe n'est pas alignée, rien n'avance. Un mauvais jugement, rien n'avance. Manque de confiance. Rien n'avance. Et ça, c'est vraiment une leçon que j'ai dû apprendre à la dure. Je me souviens très bien d'être arrivé à un nouveau poste de directeur marketing et que mon prédécesseur, juste avant de partir, a emmené avec lui, vous savez, son propre responsable de la stratégie des prix. Il n'a pas hésité. Il a littéralement débauché le responsable des prix parce qu'il savait qu'il voulait quelqu'un à ses côtés. Quelqu'un qui comprenait sa façon de travailler. Il voulait quelqu'un en qui il avait confiance et quelqu'un dont il pensait qu'il pourrait assurer sur le plan commercial dans son nouveau contexte. Et ça a marché pour lui. Il est arrivé dans cette nouvelle structure avec quelqu'un qui comprenait ses attentes, son rythme de travail. Et j'ai observé ça et je me suis dit, je n'ai absolument pas jugé. J'ai fini par comprendre qu'il avait pleinement exercé son pouvoir. Il avait parfaitement compris l'étendue de ses missions et il a alors décidé qu'il allait reconstituer toute son équipe sans la moindre hésitation. Il n'a ressenti absolument aucun regret à ce sujet.
Il n'en a pas été triste. Il a emmené son responsable de prix avec lui. Et ça lui a donné une longueur d'avance. Cette longueur d'avance que la plupart d'entre nous finissent par s'enlever eux-mêmes. Et avec le temps, au fil des années, j'ai fini par réaliser pleinement à quel point ce qu'il a accompli était vraiment essentiel. J'ai également pu tirer d'autres leçons importantes. Au fil des années, il y a eu certains moments précis dans ma carrière où j'ai laissé quelqu'un s'installer très près du centre de ma propre manière de fonctionner en tant que leader. Qu'est-ce que je veux dire par là? Il travaillait dans mon espace. Il travaillait en étroite collaboration avec moi. Quelqu'un impliqué dans la façon dont l'information circulait, dont les décisions étaient préparées et prises, dont les priorités étaient gérées. Je me souviens de 2 occasions distinctes. Donc j'avais ces personnes qui travaillaient extrêmement près de moi. Et dans ces 2 situations, ce n'étaient pas des personnes que j'avais choisies moi-même. Elles m'avaient été recommandées. Sur le papier, elles semblaient compétentes. Donc sur le papier, tout semblait logique. Elles étaient très compétentes. Elles étaient compétentes. Mais je n'ai pas écouté mon instinct. Au lieu d'écouter mon instinct sur ce dont j'avais vraiment besoin pour ce poste, je me suis dit quelque chose. Beaucoup de dirigeants se disent voyons comment ça se passe. Voyons ce qui va arriver. Les 2 fois, ça m'a coûté. Et je ne cherche pas seulement à dire que ça m'a coûté une petite fortune. Parce que quand quelqu'un travaille aussi près de vous, les conséquences directes et l'impact d'un mauvais choix se répercutent absolument partout, sur l'ensemble de votre activité. L'information circule plus lentement. Les priorités se brouillent, de petits malentendus surviennent. Ils peuvent se transformer en énormes problèmes. Et la vraie erreur, ce n'était pas que la personne n'était pas adaptée. Pour être honnête, c'était le tien. L'erreur, c'est que je m'en suis rendu compte très tôt et j'ai quand même laissé la situation durer plus longtemps que je n'aurais dû. Et c'est vraiment ce point que je veux souligner. Ce n'est pas seulement que les dirigeants hésitent à faire venir les bonnes personnes. C'est aussi que parfois on met un temps fou à faire partir les mauvaises. On sent affreusement mal à l'idée de devoir prendre ce genre de décision, de devoir licencier des gens. Alors, on accorde un trimestre de plus, une conversation de plus, une tentative supplémentaire de coaching. Et on dit qu'on fait preuve de patience. En réalité, bien souvent, l'organisation elle-même nous dit « Sois patient, fais une nouvelle discussion, une nouvelle intervention ». Mais chaque semaine où l'on repousse la décision, les dégâts s'aggravent. Mais en réalité, ce que l'on fait, c'est que nous aggravons considérablement la situation, non seulement pour l'entreprise, mais aussi pour nous-mêmes, notre crédibilité, notre propre dynamique interne et notre capacité à tenir nos engagements. Et tout à coup, on commence à saper sa propre légitimité. Pourquoi faire ça? L'équipe autour de vous voit bien que cette personne n'est pas à sa place. Ils voient ce que nous voyons, mais ils attendent simplement qu'on fasse quelque chose. Donc, dans ce cas, la lenteur n'est pas une forme de bienveillance. C'est de l'évitement. C'est de l'évitement déguisé en patience. Et ce n'est pas un comportement de leader. D'après mon expérience, les dirigeants qui agissent beaucoup plus vite quand quelque chose ne fonctionne pas ne se tourmentent pas sur l'image que ça renvoie. Ils règlent simplement le problème. Et c'est comme ça que ça devrait se passer. L'hésitation à faire entrer des personnes, l'hésitation à en faire partir, relèvent en réalité de la même hésitation. Et elles viennent du même endroit. C'est le fait de ne pas se faire confiance pour exercer le pouvoir que l'on a déjà. Mais voilà le truc, et j'ai dû l'apprendre à mes dépens. Le problème, ce n'est pas seulement de choisir, c'est aussi de savoir pourquoi on choisit. Parce que lorsque les dirigeants décident enfin de construire leur équipe de façon intentionnelle, la plupart se rabattent sur la compétence. Ils cherchent le cheval le plus solide. Et c'est la bonne chose à faire. Je ne dis pas qu'il faut recruter des personnes incompétentes, mais il y a une nuance. On cherche le cheval le plus solide, la personne la plus brillante, le parcours le plus impressionnant, et on suppose que ça suffit. Non, ce n'est pas le cas. À un niveau de direction supérieur, je vous dis la vérité aujourd'hui. À un niveau de direction supérieur, la compétence sans la confiance représente un risque structurel. S'il vous plaît.
Parce que quand vous constituez une équipe de direction, vous ne choisissez pas seulement des personnes capables de faire le travail. Ma personne, mes collaborateurs, ils savent faire le travail. C'est bon, on le sait. C'est pour ça qu'il y a des chevaux sur votre bureau. Ils savent faire le travail. On ne choisit pas seulement des personnes capables de faire le travail. Vous choisissez des personnes qui représenteront votre façon de penser quand vous ne serez pas dans la pièce, qui vous remettront en question quand vous y serez, qui vont porter fidèlement les objectifs de l'entreprise et ne pas vous saper à l'extérieur. Ils vont protéger le travail plutôt que de se protéger eux-mêmes. Et la vérité, c'est que bien souvent, on ne peut pas voir ça sur un cheval. On ne peut même pas le voir pendant les premiers mois. Parce que, vous savez, on rencontre encore leur façade. Et quand ça manque, ça peut détruire tout ce que vous essayez de construire. Moi, lors d'un de mes premiers postes de PDG, j'ai hérité d'un directeur marketing. J'ai rejoint l'entreprise avec un mandat très clair pour redresser l'activité. Et j'avais une stratégie. C'était une stratégie très audacieuse et j'avançais vite. Devant moi, cette personne était là. Oh là là, Pichai, ta stratégie est brillante. Waouh, ça va être incroyable. Quand on va enfin mettre ça en place, ça va être... je sais même pas quoi dire. Franchement, c'est brillant. Donc il disait ce qu'il fallait en réunion. Il hochait la tête au bon moment. Je le regardais, il me disait oui, t'as raison, exactement. Laissez-moi vous dire, de mon point de vue, tout était clair dans ma tête. Mais dans mon dos, il disait à tout le monde, cette jeune femme ne sait absolument rien de ce qu'elle fait. Elle est totalement dépassée par les événements et la stratégie qu'elle propose ne pourra absolument jamais fonctionner. Vous vous rendez compte? Voilà ce qu'il disait. Maintenant, réfléchissez à ce que ça provoque. J'étais dans un nouveau poste. Je n'étais même pas dans l'entreprise depuis très longtemps. J'essayais encore de gagner en crédibilité et quelqu'un dans mon équipe de direction, le fait qu'elle bénéficiait d'un accès totalement direct aux personnes qui m'avaient recruté venait saper progressivement mon autorité. Ce genre de comportement ne se montre pas tout de suite. Il ne s'annonce pas. Il agit en silence. Il sème le doute là où il devrait y avoir de l'élan. Heureusement, j'ai vu les signaux d'alerte et je l'ai écarté immédiatement. Peut-être que certains dirigeants ne l'auraient pas fait. Peut-être que certains auraient essayé de collaborer avec lui. Peut-être que certains dirigeants se seraient dit « je dirige mal la situation ». Je n'ai pas fait ça. Pour moi, c'était clair. Il devait partir. Parce que perdre encore du temps à essayer de comprendre, c'est exactement ce dont cette personne avait besoin. De vrais dégâts pour vous et pour votre mandat. Il y en a eu un autre. J'ai également connu un autre cadre dirigeant avec qui j'ai travaillé et il y a malheureusement eu divers problèmes qui ont fait que nous avons été contraints de nous séparer. Donc nous avons dû nous séparer définitivement de cette personne. Ou elle n'est vraiment pas partie sans faire énormément de bruit. Elle a même essayé de me faire tomber aussi. Mais cette expérience m'a appris quelque chose que je n'oublierai jamais. Avoir la mauvaise personne à un poste de direction, ce n'est pas seulement une question de performance insuffisante. Ce n'est pas que ça. Parce qu'ils travaillent en étroite collaboration avec vous, ils ont des informations, des relations, une certaine proximité, et s'ils le veulent, ils peuvent utiliser tout cela contre vous. Et les dégâts peuvent être vraiment importants. Cette expérience a absolument, totalement et radicalement transformé ma façon de penser la constitution d'une équipe. Aujourd'hui, je m'efforce même activement d'apprendre comment faire cela. En ce moment, je suis une formation extrêmement spécialisée et approfondie sur la création d'équipes performantes et à fort impact. C'est quelque chose en quoi je crois vraiment, très sincèrement et très fermement aujourd'hui. Et voici ce qui m'a vraiment frappé. C'est que on dit à nos enfants, je le dis à mes nièces, on dit à nos gamins de faire attention aux amis qu'ils fréquentent. On leur dit de faire attention. Fais attention à qui tu passes du temps. Fais attention à qui tu fréquentes. Fais attention à qui tu fais confiance. Fais attention à qui tu laisses s'approcher. On dit ça à nos enfants. Je me souviens que ma mère me répétait ça tout le temps. C'est qui ces amis à toi?
Fais attention à ces amis-là, d'accord? Donc, on dit ça à nos enfants, mais on prévient presque jamais les responsables à propos des personnes qu'ils choisissent pour travailler avec eux. On le sait pas. Et les enjeux en présence sont tout particulièrement importants, si ce n'est davantage. Un mauvais ami peut te blesser, tu vois. Il peut même te trahir. Mais une mauvaise recrue à un poste clé peut mettre en danger ta crédibilité, ta stratégie ou pire encore, ton poste. Donc, si tu prends un poste de direction ou si tu en occupes déjà un et que quelque chose ne fonctionne pas, je veux que tu réfléchisses très sérieusement à ça. Tu sais, construire une équipe, ce n'est pas juste recruter. C'est probablement l'une des décisions les plus importantes que tu prendras en tant que leader. Et je suis là pour te dire que la compétence ne suffit pas. Il te faut aussi du discernement sur la confiance, l'alignement, sur à qui tu donnes accès à ton autorité. N'ignore pas ça. N'attends pas qu'une situation vienne confirmer tes doutes et ton instinct. Et ne confonds pas quelqu'un qui est compétent dans son travail avec quelqu'un qui est fiable à avoir près de ta direction. Parce que le leadership, ce n'est pas seulement la vision que tu définis, c'est aussi les personnes avec qui tu choisis de partager cette vision. Et il arrive parfois que ce soit une chose que j'ai dû l'apprendre à mes dépens, à plusieurs reprises. Parfois, le plus difficile dans cette décision, ce n'est pas de faire confiance aux autres, c'est de se faire confiance à soi-même. Il s'agit avant tout d'apprendre à se faire pleinement confiance pour prendre de manière éclairée et réfléchie les bonnes décisions concernant les collaborateurs et les partenaires précieux que tu choisiras pour t'aider à concrétiser et à réaliser enfin cette vision ambitieuse. C'est de se faire confiance. C'était un sujet profond, mais merci beaucoup de m'avoir écouté. Et si tu connais quelqu'un qui traverse cette situation, n'hésite pas à lui partager cet épisode. À très bientôt. Merci d'avoir écouté le podcast Don't Let the Smile Fool You. J'espère que tu as trouvé ça vraiment intéressant. Mais plus important encore, j'espère que tu souris toujours. À très bientôt.